sur le site internet du réseau Santé Qualité Risque et de l'Hôme-Édito de France si vous souhaitez le revisionner ou si on a des soucis de connexion. Alors bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire, ce dernier webinaire avant les vacances de Noël, donc sur la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Avec un focus donc sur l'administration. Donc, je pense que vous avez déjà tous, en voyant les noms, participé à nos précédents webinaires. Donc, c'est vrai qu'on a fait un webinaire sur la prescription, un webinaire sur les médicaments à risque, un webinaire sur la dispensation. Enfin, voilà, on a fait différents webinaires qui sont disponibles du coup en replay si vous le souhaitez. Sur nos sites internet, on a aussi les diaporamas de présentation qui restent à disposition si vous le souhaitez. Alors, pour démarrer, du coup, le petit planning de ce midi, donc avec des rappels généraux sur le référentiel de certification, on va aller un peu rapidement, hein. C'est ce qu'on a vu lors des différents webinaires. Et ensuite, les éléments essentiels, donc les points clés au niveau de l'administration. Donc, est-ce que la prescription est prise en compte? La vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription. L'administration par un professionnel de santé habilité, la traçabilité dans le dossier et l'information et la surveillance du patient. Donc voilà un petit peu le programme et comme les précédents webinaires, on a essayé de vous donner les outils qu'on avait à disposition pour vous aider à vous évaluer sur ces différents items. Alors, au niveau du référentiel de certification, à chaque fois, on a mis les liens. Donc, le diaporama vous sera envoyé suite au webinaire. Et à chaque fois, on a mis les liens. Donc, vous pouvez cliquer directement via le diaporama pour récupérer toutes les infos. Donc, un référentiel de certification, donc 3 chapitres qui sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés eux-mêmes en plusieurs critères. Donc, on vous a remis le lien vers le manuel de certification. Donc, qui a été mis à jour en septembre 2021 suite aux visites des établissements pilotes en juin, juillet et 2021. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 3 chapitres, un chapitre sur le patient, un chapitre sur les équipes de soins et un chapitre sur l'établissement de santé. 3 chapitres, donc 15 objectifs et 17 critères impératifs qu'on verra juste ensuite. Donc, au niveau du manuel de certification, c'est vrai que la prise en charge médicamenteuse, on la retrouve quand même dans pas mal quasiment dans tous les chapitres et dans pas mal d'objectifs. Donc, notamment l'objectif numéro 1 du chapitre 1, donc le patient est informé, son implication est recherchée. Ensuite, le patient est respecté. Dans le chapitre 2, on le retrouve au niveau des équipes de soins. Donc là, on le retrouve au niveau de tous les objectifs. Donc, la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein. L'équipe est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. L'équipe maîtrise les risques liés à ces pratiques et l'équipe évalue ces pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Et ensuite, au niveau de l'établissement, donc l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Donc, c'est vrai que la prise en charge médicamenteuse est quand même relativement bien présente au niveau du manuel de certification. Donc, l'AHS a mis en place une petite boîte à outils avec notamment des fiches pédagogiques. Donc, il y a une fiche pédagogique dédiée à la prise en charge médicamenteuse où, en fait, vous pouvez retrouver les enjeux nationaux, en quoi la certification répond à ces enjeux, mais aussi les points clés qui nécessitent une attention particulière des experts visiteurs pendant la visite. Donc, c'est vrai qu'en fait, pour vous proposer les webinaires, on est parti de ce schéma, donc la prise en charge médicamenteuse. Donc, on a vu ensemble les médicaments à risque, on a vu ensemble l'approvisionnement, le transport, le stockage, on a vu la dispensation, on a vu la prescription, et c'est vrai que donc aujourd'hui, c'est un focus sur l'administration. Donc là, vraiment, on voit vraiment toute la prise en charge médicamenteuse, tous les points clés de la prise en charge médicamenteuse. Donc, c'est vrai que c'est un mémo utile pour les experts visiteurs, mais vous aussi pour les établissements, parce que dans ce mémo, on retrouve bien qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher au sein de vos établissements, qu'est-ce qu'ils vont
à les poser comme question, qu'est-ce qu'ils vont aller voir, etc. Les points essentiels. On vous a remis le lien vers la fiche pédagogique. Donc, il y a d'autres fiches pédagogiques qui sont notamment en ligne, donc en lien forcément avec la prise en charge médicamenteuse. Donc là, on vous a remis quelques exemples. On a l'hospitalisation à domicile, l'évaluation de la douleur et des soins palliatifs, la prise en charge des personnes âgées, l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins. Donc, à chaque fois, vous allez y voir des focus avec des infos sur la prise en charge médicamenteuse. Donc ça, c'était pour vous faire un petit rappel sur la boîte à outils HAS au niveau de la nouvelle certification. Ensuite, rappel donc sur les différents critères. Donc, on a 3 niveaux de critères. Les critères standards, donc ça, c'est les attendus de la certification. Les critères avancés, où l'exigence est souhaitée mais non exigible à ce jour, pardon. Et les critères impératifs, donc ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut plus voir dans les établissements. Et si une évaluation de l'un de ces critères est négative, alors la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification. Donc, on a 17 critères impératifs. Donc, c'est ce qu'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Et comme je le disais tout à l'heure, si une évaluation à l'un de ces critères est négative, la HAS peut ne pas accorder la certification. Donc, en fait, si un critère n'atteint pas le niveau d'exigence attendu, il y a une fiche anomalie qui sera rédigée. Donc, cette fiche d'anomalie caractérise la nature de l'anomalie et en détermine les causes. Donc, on va y retrouver l'impact sur le patient, les pratiques habituelles, la connaissance de l'établissement de cette situation, l'intégration dans la gestion de ces risques et les éventuelles mesures mises en œuvre ou projetées. Ça, c'est très important. Les retours d'expérience qu'on a eu d'établissements qui ont passé leur visite de certification, il faut vraiment, si vous avez une fiche anomalie, l'expert va vous demander qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ou qu'est-ce que vous projetez de mettre en œuvre pour pallier à cette évaluation. Et donc, c'est un argumentaire qui sera partagé avec l'établissement et qui aura pour vocation à éclairer la prise de décision de la commission de certification. Donc, au niveau de la fiche prise en charge médicamenteuse, comme je vous le disais aujourd'hui, on va faire un focus sur l'administration. Donc, les webinaires des autres focus, on va dire, prescription, dispensation, etc., sont disponibles sur nos sites internet, mais également en replay sur nos sites internet ou sur la chaîne YouTube du réseau. Donc, si on reprend l'objectif 2.3, les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique. Donc, on a le critère 2.3-04, les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments. Donc, on retrouve en fait au niveau des méthodes qui seront investiguées, donc ce sera du patient traceur et du traceur ciblé, où en fait, on posera des questions au patient sur, par exemple, son administration, enfin, est-ce qu'on a vérifié son identité, etc. Au niveau du traceur ciblé, on ira poser des questions aux professionnels. Donc, on va vous détailler au fil de cet après-midi les différentes notions. Et donc, au niveau de l'élément d'évaluation, aux patients, donc l'administration PEROS est contrôlée. Au niveau des professionnels, le médicament est systématiquement identifiable jusqu'à son administration et l'équipe dispose d'étiquettes respectant les recommandations pour tous les produits injectables. On en parlera juste après. Il existe des modalités de contrôle spécifiques et renforcées pour des médicaments à risque identifiés par l'établissement. Et la concordance entre le produit, le patient et la prescription est systématiquement réalisée avant l'administration. Et ensuite, au niveau de la documentation, la consultation documentaire, les experts pourront aller voir si l'administration, le motif de non-administration du médicament au patient est tracé dans le dossier. Donc ça, c'est au niveau de la consultation documentaire, c'est vrai qu'on le retrouve au niveau du traceur ciblé, mais on le retrouvera également au niveau du patient traceur. Donc voilà, là, c'est ce que j'ai repris. Donc, c'est vraiment tous les éléments d'évaluation liés aux critères 2.3-04 sur le respect des bonnes pratiques d'administration des médicaments. Donc, au niveau de l'administration, on va dire qu'il y a 5 points clés. Est-ce que la prescription est prise en compte?
Est-ce qu'on va vérifier les concordances, donc contrôle entre le produit, le patient et la prescription? Est-ce que l'administration est faite par un professionnel de santé habilité? Est-ce qu'on retrouve la traçabilité dans le dossier? Et est-ce que le patient est informé? Et est-ce qu'il y a la surveillance du patient qui est réalisée? Donc, l'administration, c'est vraiment la dernière étape du processus de prise en charge médicamenteuse. Donc, elle doit comporter donc, la prise en compte, comme je le disais tout à l'heure, de la prescription médicale, la préparation extemporanée, le contrôle préalable de la concordance du produit patient prescription, l'administration de sa traçabilité, enfin la surveillance du patient. Donc ça, c'est vraiment les 5 points essentiels. Et donc, on va forcément parler de la règle des 5 B pour sécuriser l'administration du médicament. Donc, c'est vraiment administrer au bon patient le bon médicament à la bonne dose, sur la bonne voie et au bon moment. Donc, la règle des 5 B qu'on verra juste après. Donc, avant d'administrer un médicament, on doit contrôler quoi? Le médicament. Qui? Le patient qui doit recevoir ce médicament. Ou donc dans un environnement au calme. Quand? L'heure et la fréquence d'administration. Comment donc les modalités d'administration, donc soit préparation et voie. Et pourquoi? La règle des 5 B. Donc voilà, on vous a remis la petite infographie que vous pourrez diffuser au sein de vos services. Au niveau de l'administration, on a également un critère au niveau du chapitre 1, donc le critère 1.1-011. Donc, le patient est informé des produits de sanguin labiles et des médicaments dérivés du sang qui lui sont administrés. Donc là, ce sera évalué via un patient traceur. Donc, on ira demander au professionnel si toutes les informations liées aux produits sanguins labiles et aux médicaments dérivés du sang administrés au patient lui sont délivrées. Et on ira voir si le patient a reçu une information sur les produits sanguins labiles et les médicaments dérivés du sang qui lui ont été administrés, les risques encourus, les précautions et les conduites à tenir en cas d'incident. Donc, c'est vrai que si on, par expérience, les premiers établissements pilotes qui ont passé leur visite de certification nous ont dit que les experts visiteurs sont beaucoup sur le terrain. Donc, en fait, ne vont pas hésiter à regarder une IDE qui administre un médicament, comment ça se passe, dans quel environnement, etc. Ils iront voir si le patient a reçu une information, est-ce que c'est tracé, est-ce que la non-administration est tracée également. Donc, c'est vraiment, les experts sont vraiment sur le terrain, donc avec les professionnels de terrain. Donc, c'est vrai que tout ça sera évalué. Donc ensuite, au niveau de l'administration, donc les attendus, donc c'est vraiment que le patient reçoit une information orale et écrite. Donc ça, c'est ce que les experts iront chercher via un patient traceur, mais aussi pourront observer lors de leur visite dans le service. Donc il y a adapté à la situation, en pré et en post-transfusionnel. C'est tracé dans le dossier. Ça contient la nature du produit à transfuser, les bénéfices et les risques, le recueil du consentement, la surveillance post-transfusionnelle, les précautions et la conduite à tenir en cas d'incident. Et enfin, les professionnels, donc on ira les attendus, c'est vraiment que toutes les informations liées aux produits sanguins labiles et aux médicaments dérivés du sang administrés aux patients lui sont délivrées et la notification de ces informations figure dans le dossier médical partagé le cas échéant. Donc, vous avez la circulaire du 9 avril 1998, donc relative à l'information des malades en matière des risques liés aux produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang et sur les différentes mesures de rappel effectuées sur ces produits sanguins, où en fait vous retrouvez ces attendus. Alors ensuite, je laisse la parole à Cynthia, ma collègue de l'Omédi. Bonjour à tous. Donc on va balayer en fait les différentes étapes qui vous ont été représentées. On a fait un petit récap là, des différentes étapes avec les attendus principaux sur chacune d'entre elles. Donc dans la prise en compte de la prescription médicale, préparation, vérification des concordances avec le contrôle des 3 P, l'acte d'administration proprement dit et la traçabilité dans le dossier, et surveillance des patients et information et conseils. Sur la partie prise en
compte de la prescription médicale. Bon, ça se base sur un support unique, qu'il soit manuscrit ou informatisé. On fera en sorte de ne pas retrouver de retranscription, pas de prescription orale, et d'avoir pour les DE un livret thérapeutique à disposition. Sur la préparation, réalisée par un professionnel habilité, avec un délai de préparation le plus proche possible de l'administration, dans des conditions de préparation strictes, avec des outils d'aide à la préparation disponibles. Pour l'étape de vérification des concordances, donc le contrôle des 3 P qu'on va revoir un peu après, on retrouvera une procédure d'identitovigilance, un contrôle, donc ces fameux 3 P, contrôle de concordance entre le produit, le patient et la prescription, et la connaissance des allergies du patient. Il ne faut pas hésiter sur ce point-là à associer le patient. Sur l'acte d'administration proprement dit, pareil, professionnel de santé habilité, avec une traçabilité au plus proche de la prise et un motif de non-administration argumenté dans le dossier. Et pour la part surveillance de patients, avec les informations et les conseils mis à disposition, on attend bien sûr donc l'information du patient, sa surveillance, son information également et sa traçabilité si elle est survenue d'effets indésirables, et le suivi de ce traitement et l'évaluation de l'observance au traitement. Donc sur la première étape, alors contrairement au webinaire précédent, là on a balayé les différentes étapes parce que les outils qu'on va vous proposer sont forcément beaucoup autour de l'étape de préparation et autour de l'acte d'administration en soi. Donc on ne va pas forcément vous proposer des outils pour chaque action. C'est assez, voilà, il y a des outils que vous aurez déjà rencontrés par la présentation des webinaires MAR, des webinaires prescription et analyse pharmaceutique forcément. Lié en fait à toute la partie dispensation, également des informations autour du bon usage des produits. Donc on a fait le choix vraiment sur ce webinaire-là de balayer les différents attendus des différentes étapes et ensuite vous présenter un certain nombre d'outils en fonction de process plus ou moins à risque ou des choses qui sont attendues. Sur la prise en compte de la prescription médicale. Donc sur cette étape, l'administration, doit être réalisée au regard d'une prescription qui doit être prise en compte et vérifiée. Donc on s'attend à une vision globale de l'IDE, de la prise en charge du patient et à son analyse de la faisabilité de la prescription médicale. Est-ce que j'ai mes médicaments disponibles? Est-ce que j'ai mes DM disponibles? Est-ce que j'ai les protocoles pour le type de préparation et d'administration que je vais réaliser? L'IDE doit disposer d'un support unique de prescription, qui soit manuscrit ou informatisé, conforme. On ne doit pas retrouver de prescription orale, sauf en cas d'urgence, et elle doit être bordée. Ça, on ne va pas revenir sur ce qu'on avait déjà évoqué. Un accès au livret thérapeutique et aux bases de données. Et en cas de refus d'exécution d'une prescription, l'IDE prend avis auprès du médecin ou responsable médical du service et de son cadre de service. Et on doit retrouver un compte-rendu écrit de ce refus d'exécution dans le dossier du patient. Dans la partie en fait PECM sur l'étape prise en compte, on retrouve également la notion de la gestion de l'autonomie. L'infirmière doit être, en fait, l'autonomie du patient dépend en fait d'une évaluation clinique par l'IDE en pluridisciplinarité, mais de la capacité du patient à pouvoir prendre tout ou partie de son traitement, ou à associer ou pas l'entourage à pouvoir gérer tout ou partie de ce traitement. Alors, la fiche en fait développe un certain nombre de notions. La notion, elle rappelle la notion du patient autonome, du patient dépendant et du patient qui va être en capacité de s'auto-gérer. Donc je vais pas les reprendre. Voilà, on les a pas repris là dans la présentation, mais un patient autonome, c'est un patient qui va être capable de déposer lui-même, prendre lui-même en fait son comprimé, le déposer dans un gobelet et le prendre. Le patient dépendant, bon, il va y avoir des difficultés à expulser le médicament de son emballage, il va pas réussir à le prendre correctement dans les doigts, voilà. On attend en fait sur ce point-là des recommandations HAS sur une nouvelle notion qui va être vraiment bordée et qui a été abordée dans cette fiche pédagogique PECM de la nouvelle certif. C'est la notion du PAM, donc le patient en auto-administration des médicaments. Donc il y a une définition qui est en cours de validation par un certain nombre d'experts sur le sujet. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est cette autonomie, elle doit être conditionnée
par une évaluation pluriprofessionnelle de la capacité du traitement à s'auto-gérer ou de l'entourage à gérer une partie du traitement, que ce soit sur l'étape de préparation, l'étape d'administration proprement dit, et également la possibilité en fait de décrire les éventuels effets indésirables qui pourraient survenir. Et pour ce degré d'autonomie, ça va dépendre en fait à la fois de la complexité du traitement, ça va dépendre du niveau d'autonomie du patient et la décision en fait de laisser le patient gérer, dans tous les cas, être pris en accord avec le patient et en accord avec l'équipe, et on doit le retrouver dans le dossier de soins. Je sais plus, c'est moi ou c'est toi, Laurine, sur celle-là? Sur la Je sais partie. plus, mais aussi. Je sais plus non plus. Je continue peut-être et puis Vas-y, Oui, dis-moi, ouais. ouais, Ouais, excusez-moi. Alors, vas-y. sur la partie préparation, on attend un délai de préparation le plus proche possible de l'administration, qui s'effectue en fait dans des conditions de préparation strictes, hein. Donc, on attend une zone dédiée, une zone adaptée, un plan de travail propre, une zone proche des zones de stockage et de distribution des médicaments et des DM, et un respect des conditionnements environnementaux à la fois autour du produit et à la fois autour de la préparation en elle-même. Donc, au niveau, en fait, là, c'est tous les bruits, tout ce qui peut être bruit environnant, tout ce qui peut être respect d'exposition à la lumière, à la chaleur des produits, et essayer de travailler avec le minimum d'interruption de tâches. On attend également à pouvoir retrouver des outils d'aide à la préparation disponibles pour l'IDE. Donc là, on vous en a cité quelques exemples et on va les balayer dans ce qu'on va vous proposer en termes d'outils, donc des listes de médicaments écrasables ou pas, les formes buvables disponibles et les délais de conservation après ouverture, l'étiquetage standardisé au niveau des injectables, l'étiquetage médicaments à risque dans la dotation. Sur l'étape suivante, qui est la vérification des concordances, on attend en fait une vérification entre les contrôles en fait autour du produit, du patient et de la prescription. C'est-à-dire qu'en fait, ça va exiger de l'IDE qu'avant toute administration, l'IDE vérifie sa concordance entre la prescription, le patient à qui est destinée la prescription et le médicament. Donc, je laisserai RSQ parler des petites méthodes. Il y aura un petit point identito en fin de présentation, mais voilà, rapidement, ce qui est repris, c'est qu'on attend des questions ouvertes, on attend, si l'état de patient le permet, que le patient soit capable de pouvoir se présenter ou pouvoir utiliser un bracelet d'identification ou un autre mode défini pour un patient non communicant. On attend également que l'IDE connaisse la procédure d'identité-vigilance en vigueur dans l'établissement, qui est une prise en charge notamment des homonymies. La connaissance des allergies du patient, et c'est ce qu'on disait, il ne faut pas hésiter à associer le patient à l'interrogatoire autour du patient, parce que c'est lui qui est le dernier verrou de sécurité rapport à ses antécédents allergiques. Vérification avec la concordance entre la prescription et le médicament à administrer. Donc, je vérifie son nom, la date de péremption en rapport avec la prescription médicale, l'adaptation du dosage, notamment aux patients, patients âgés, patients en pédiatrique, avec un dosage adapté au poids à la voie d'administration. On vous a fait en fait, pour ce rappel, une petite infographie que pareil, vous pourrez complètement utiliser pour vos salles de soins, vos formations. Voilà, la concordance des 3 prêts avec j'ai ma prescription médicale et moi, IDE, je check ma prescription médicale en regard du patient et au regard du produit, des différents produits destinés en fait à mon patient. J'ajouterais, Vous pouvez le récupérer. pardon. Oui, Vas-y, Noël. j'ajouterais qu'au-delà de la concordance, c'est aussi tu parlais tout à l'heure de la faisabilité. Si on se voit sortir de l'armoire à pharmacie 10 ampoules de Cordarone ou enfin voilà, un nombre important d'ampoules,
c'est aussi là où l'infirmière doit se poser la question de se dire, est-ce que c'est normal que je sorte autant d'ampoules de mon armoire pour préparer une seringue ou pour préparer le traitement? Ça, c'est souvent un signe d'alerte aussi que devrait penser l'infirmière. Donc, on vous a mis les infographies dans le diaporama, mais vous pouvez bien évidemment les récupérer si vous souhaitez les diffuser au sein de vos services. Le but, comme le petit logo le met en bas, hein, le slogan « Partager pour s'améliorer ». On sort de la semaine sécurité patient, voilà, ce slogan était à l'honneur. Donc, communication vraiment autour de ces contrôles ultimes et de ces vérifications aux différentes étapes de la PECM. Je vous laisse la main sur cette partie-là. Oui. Alors, on a juste avant de prendre la main sur la partie traçabilité, on a 3 questions. Donc, on a info patient sur les médicaments dérivés du sang, lesquels? Tout ce qui est lié, en fait, notamment l'information qu'on attend, c'est le nom du produit, le dosage, les attendus éventuels autour des numéros des numéros de lot. Bon, quoique le numéro de lot du patient, là, il s'en fout un peu, mais c'est les recours qu'il peut avoir, je pense notamment sur les premières administrations, les risques d'hypersensibilité qui peuvent survenir, sous dans un contexte un peu particulier qu'on subit en ce moment sur les dérivés sanguins avec les possibles échanges et substitutions qu'on doit faire. Avec mon syndicat et comme j'ai plus internet avec Visio, enfin Zoom, ça marche plus. Là, ça fait chier. Alors, attendez, je coupe le micro. Désolée. Ensuite, sur la partie grille d'évaluation et sur la partie PAM, alors moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de date prévue. On sait que c'est en relecture parce que nos différentes structures, Omédit et SRA, ont été remis, voilà, en relecture en fait des notions autour du PAM. Effectivement, oui, Cynthia, on a une réunion encore jeudi prochain sur encore quelques finalités sur les médicaments qui pourraient être exclus de la PAM. Hein, est-ce que certains services ou pas? Enfin voilà. L'idée, c'est de pas trop enfermer les établissements, mais en mettant quand même des recommandations assez strictes sur certains médicaments ou pas. Et puis, il nous reste aussi toute la partie évaluation du processus à travailler. Donc, normalement, on espère avoir fini là sur ces dernières réunions de décembre pour pouvoir remettre à relecture en janvier et finir ensuite. C'est une étape qui avait Ouais, je démarré crois un petit peu avant l'été et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'allers-retours sur les définitions parce qu'en fait, il y avait aussi des soucis dans le sens où on retrouvait pas la notion du PAM. Il y a une mise à jour qu'on attend également voilà, du référentiel relatif au management et à la qualité qui reprend en fait ces notions. Donc, il fallait vraiment en fait border le sujet de l'auto-administration. Pour le moment, il y a une déclinaison du process avec les 5 étapes qu'on vous a également retranscrit. Donc, il va y avoir une définition qui va être validée. Il va y avoir une définition également des différents processus et des 5 étapes avec préparation, vérification, auto-administration, enregistrement de l'administration et surveillance. Et il va y avoir pour chaque étape des process des fiches outils avec des évaluations en fait liées aux facteurs de risque, des évaluations de compétences, les engagements liés en fait aux prescriptions médicales, hein, parce qu'il faut tracer voilà, toutes ces décisions. Et bon, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais comme le disaient Noël et Laurine, on espère que ça ne tardera pas, mais ils ne peuvent pas non plus lancer le schéma logique du process et la définition sans avoir voilà, abordé toute la possibilité, en fait, tout ce qui est document a trait à la mise en œuvre potentielle et les différents voilà, cas qui vont pouvoir survenir, que ce soit dans un établissement sanitaire ou dans un HAD. Donc, ça prend un peu de temps, mais on ne désespère pas en cadeau de Noël. Chouette. Et pour répondre à que Mme ce qui Couffin, pardon. Vas-y. Ce qui était prévu, Noël, c'est début 2022, non? Oui, on espère vraiment que le décret puisse sortir au plus tard en mars.
Et pour répondre à Mme Couffin, oui, donc on va vraiment sur une évaluation de l'autonomie du patient en équipe pluridisciplinaire avec une validation médicale sur cette autonomie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors par contre, c'est vrai que je suis désolée, on n'a pas travaillé sur la partie MDS et PSL. On voulait juste en fait vous signaler, voilà, de ne pas oublier les recommandations liées à l'administration de ce type de produit. On doit encore avoir des liens avec la partie aussi transfusionnelle, donc, parce qu'il y a un critère qui est également lié à la transfusion. Donc si ça le nécessite, on fera voilà, un petit point particulier sur les MDS et les PSL, mais sur un autre webinaire parce qu'on attend encore des informations là-dessus. Et je prendrai les questions et on vous relaiera ce qu'on a comme information. J'ai hésité à la mettre, hein, cette diapo, mais c'est vrai qu'en termes d'administration, on voulait quand même alerter sur le fait qu'il y avait un critère standard attendu sur le médicament dérivé du sang. Mais ce n'est pas l'objet proprement parlé de ce webinaire. Mais il n'empêche, les questions seront prises et voilà, on vous renverra des informations. De toute façon, c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé, mais toutes vos questions, on va réaliser une foire aux questions là, qui est en cours. Faire le lien avec la foire aux questions Réseau Médite. Mais l'idée, c'est de reprendre du coup toutes vos questions et d'y répondre à chaque fois. On vous renverra hein, de toute façon le lien vers la foire aux questions après coup. Alors ensuite, si on reprend au niveau de l'acte d'administration, donc proprement dit, et la traçabilité dans le dossier, donc comme on le disait tout à l'heure, l'administration des médicaments est réalisée par des professionnels habilités. Une aide à la prise peut être réalisée par des AS, AP ou AMP, mais toujours sous la responsabilité de l'IDE. La traçabilité de l'administration doit être faite au plus près de la prise. Et la traçabilité de l'administration par l'IDE doit correspondre à la prise effective des médicaments et donc à l'administration et non à la distribution. Donc l'IDE trace l'administration ou la non-administration des médicaments dans le dossier du patient et le motif de non-administration doit être argumenté. C'est avec les retours qu'on a des établissements pilotes, les experts iront voir du coup si la non-administration est argumentée. Et donc l'IDE doit tracer l'information donnée au patient également dans le dossier. On a des cas particuliers, notamment cas particulier de l'administration faite par le patient entourage. Donc, en attente du process, notamment PAM, pour les patients en auto-administration. Donc, avec l'IDE, doit tracer les prises de manière rétroactive. Donc, l'enregistrement de l'administration fait l'objet d'un questionnement auprès du patient entourage lors de chaque passage. Et l'IDE doit tracer la non-administration et le motif. Et ensuite, cas particulier de l'administration en HAD. Donc, il faut bien préciser les modalités d'administration des médicaments PEROS à domicile. Donc, voilà pour refaire un petit topo sur la traçabilité. Et ensuite, au niveau de la surveillance du patient, des informations et conseils, donc la surveillance implique au préalable l'information du patient. Donc, l'IDE doit informer le patient du traitement qu'il a à prendre, des modifications éventuelles, des consignes pour une bonne prise, des bénéfices et des effets secondaires éventuels. L'information orale peut être associée à la remise de documents d'information, d'éducation de suivi, brochures, carnets de suivi, flyers, etc. Enfin, tout ce que vous avez à disposition dans vos établissements. Et l'information donnée au patient précède l'obtention de son consentement, bien évidemment. Donc, l'IDE doit surveiller la survenue d'effets indésirables, vérifier les bénéfices obtenus, contrôler les voies d'abord, surveiller le débit et la durée pour la perfusion continue, contrôler les paramètres biologiques si besoin et clinique et tracer la surveillance et assurer un suivi régulier de l'observance. Donc, je vois qu'il y a une question, doit-on tracer l'information donnée au patient? Oui, normalement, toute information donnée au patient doit être tracée dans son dossier. Donc, on vous a remis un peu des carnets de suivi, des carnets de surveillance
que vous pouvez du coup retrouver également sur Internet. Donc, il y a également un carnet d'informations de suivi du traitement. Vous avez des carnets d'autosurveillance, un carnet de surveillance du patient. Enfin voilà, il y a différentes cartes qui peuvent peut-être vous donner quelques idées que vous pourrez utiliser dans vos établissements. Alors ensuite, je laisse peut-être la main à Lomédite sur les quelques outils liés à l'administration. Alors, on a quelques questions, on va peut-être essayer d'y répondre très rapidement. Après, je suis désolée, on a peut-être des questions qu'on oublie, mais on les mettra dans la foire aux questions. Donc, les IDE préparent les piluliers et les distribuent le matin. Les patients sont autonomes et gèrent leur administration. Les IDE peuvent-elles valider les administrations le soir en récupérant le pilulier? Ben, j'aurais tendance à dire, alors je ne sais pas ce que Cynthia tu en penses, j'aurais tendance à dire que oui, normalement ça peut être fait en récupérant le pilulier s'ils sont autonomes et gèrent leur administration, l'IDE au moment où elle récupère, voilà, elle récupère l'info auprès du patient et du coup peut tracer à ce moment-là. Oui, 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 je suis d'accord, hein. C'est ce qui se passe très souvent, hein. De toute façon après c'est la Infirmière. vraie vie, enfin on peut pas, ouais. Nous, on s'est pris une recommandation là-dessus, hein. On nous a demandé pourquoi on leur laissait les piluliers qui n'étaient pas sécurisés sur les tables de chevet dans des chambres doubles et donc il fallait les sécuriser et à partir de quels critères on avait évalué qu'ils étaient en autogestion. Donc il Voilà, fallait oui, qu'on- c'est Ah oui, ouais, c'est par là contre où au voilà, c'est la préalable, il faut différence. que, Oui, ouais, c'est la au différence. préalable, il faut avoir pas un laisser les document. piluliers dans des chambres doubles sur les chambres d'alité, hein. Oui, oui. Après, c'est vrai que si vous laissez le médicament en chambre, effectivement, là, vous êtes Sécurité. dans un risque. Oui, c'est pas le même risque. Oui, oui, oui. Dans la PAM, c'est quelque chose qu'on travaille aussi, hein, où on va aussi préconiser des moyens de sécurisation des médicaments, hein. C'est quelque chose sur lequel on réinsiste. Ce qui n'est pas toujours évident à trouver comme système de sécurisation. Soit c'est les coffres dans les placards, soit c'est des tables de chevet sécurisées, mais qui sont sécurisées en apparence. Mais en fait, le plateau, il est amovible, donc c'est pas simple. Oui, oui. C'est ce qui. C'est pour ça qu'on a du mal des fois à avancer sur certains sujets. Là, le souci se portait essentiellement sur l'accès aux médicaments toute la journée Oui. avec un risque de confusion entre les deux patients. Après, sur la faisabilité et la notion d'étape de la gestion et de la traçabilité de l'administration, c'est bordé actuellement dans la fiche certification de cette nouvelle version. Ça sera abordé par le PAM et il est clairement expliqué que oui, il y a possibilité de tracer de manière rétroactive l'administration faite par l'entourage ou l'auto-administration réalisée par le patient lui-même, après questionnement du patient ou de l'entourage au moment du passage. Mais c'est vrai qu'il faut bien aborder avec le côté des risques liés à l'accès médicamenteux. Alors, je ne sais pas si vous avez, si vous avez répondu de suite et si vous avez possibilité de contrecarrer le problème en distribuant par exemple qu'une partie des doses ou faire des piluliers, vous savez, qui ne sont pas forcément journaliers. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. On est positionné. Vous avez pu, comment essayer de reborder le sujet ou pas? Depuis. C'est parce que je suppose que c'était sur cette version actuelle de Certif ou c'était sur l'ancienne? 2014. On a fait une super procédure qui est une usine à gaz et aujourd'hui, plus personne ne met, il n'y a plus personne qui est en autogestion du coup. Ce qui est complètement, ce qui est vraiment, ce qui est Et à vraiment l'inverse dommage. de notre mission de SSR. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc Comme aujourd'hui, on- le pilulier, on ne peut pas le laisser dans la chambre. Non. Oui. Sécurisé. Donc on ne peut pas le laisser dans la chambre. Peut être laissé dans la chambre, mais il faut le sécuriser. Il faut avoir un. Mais sécurisé. D'accord. Okay. D'accord. Dans le placard du patient ou dans un coffre ou là où que c'est ça soit possible. une chambre double ou une chambre individuelle. On est d'accord. Oui, oui. Oui, parce qu'il peut y avoir On un a risque été, également.
Ouais. On a Moi, été ça me paraît- réaliser un test justement la semaine dernière où l'établissement avait en fait un chariot dans la chambre Oui, du patient, donc sécurisé, où en fait, bah, du coup, là, le pilulier aurait pu rester en fait dans le chariot. oui, bon, sauf qu'il ne le faisait pas au final. Oui, ouais, Il positionnait tout ce qui n'était pas, entre guillemets, du médicament par voie orale ou injectable. Il y avait du gros soluté, il y avait le linge, voilà. C'est vrai que c'était intéressant de voir ce système-là. C'était un chariot sécurisé par patient, y compris dans les chambres doubles, mais le positionnement en fait de la prise était fait en fait en fonction des plans de prise. Et ils ne laissaient pas en fait le traitement toute la journée avec l'ensemble des 4 prises potentielles dans la chambre du patient. L'IDE en fait faisait son tour et déposait au moment de la prise en fait pour les patients qui étaient en capacité de gérer leur traitement. En tout cas, c'est l'explication qui nous a été faite par l'établissement. Sur la partie préparation des piluliers, justement, vu qu'on est en plein dedans. Donc, on vous a proposé quelques outils. Bon, et puis on a rappelé en fait, on rappelle en fait ici les règles, hein. L'établissement en fait doit identifier et définir les acteurs responsables de la réalisation des piluliers. Donc parmi ces acteurs, les IDE, les préparateurs en pharmacie, les responsabilités de chacun doivent être décrites. Les médicaments qu'on va retrouver, donc la liste des médicaments destinés à être mis dans les piluliers, qui sera définie et validée dans l'établissement, où va se réaliser la préparation des piluliers, identifier également le service qui peut bénéficier en fait, de la préparation des piluliers par la PUI ou pas, la zone de préparation et quand on va le faire. Donc, ce qu'on va rechercher comme étape clé, bah, c'est des piliers bien sûr identifiés, un support de préparation qui est le support d'administration, prescription administration, mais plan de préparation au plus proche, hein, plan d'administration. Donc les médicaments concernés, j'en ai parlé. On doit pouvoir retrouver les traitements identifiables jusqu'à l'administration. Et dans la traçabilité attendue autour des piluliers, qui va le préparer? Donc le nom de la personne ou des personnes le préparant. Donc ça doit être bordé dans les différentes procédures. La date, le nom du service préparé ou l'identification des piluliers préparés. Ça peut être la liste des patients du service. Et pour ce faire, en fait, on vous a mis 2 outils, à la fois pour les établissements sanitaires et les établissements médico-sociaux, avec une procédure de bonne pratique de réalisation dans les établissements de santé et ceux dans les établissements médico-sociaux qui seraient approvisionnés par une pharmacie à usage intérieur. Alors on n'a pas parlé de l'étape d'hygiène autour de la préparation, de la partie transport entre la PUI et le service ou entre l'unité, du moins entre le lieu de préparation et la chambre. Dans tous les cas, le transport doit être organisé, sécurisé. Le stockage doit être également sécurisé, fermé à clé. Et il y a une organisation qui est attendue autour des retours des traitements non pris. La gestion également des produits qui ont été désoperculés, donc non identifiés, et comment on va gérer ces produits qui ont été préparés en fait dans les piluliers, qui finalement n'auraient pas été administrés, comment en fait on va gérer ces produits qui ne sont plus identifiables. Donc pour ce faire, voilà, il y a deux procédures qu'Au Médit-Centre en fait nous a fournies. Bon, qui effectivement date de mars 2015, mais elles répondent vraiment à une définition du process, une organisation autour de la réalisation. Et il y a même des conseils autour du choix des produits. Donc il y a vraiment voilà, des recommandations étape par étape. Donc je vous invite, si vous aviez besoin voilà, de recréer ou voilà, de modifier ou de vérifier votre procédure en interne, ces 2 outils reprennent le gros des éléments qu'on vient de vous remettre là.
Donc sur les attendus autour de la préparation des piluliers nominatifs, bien sûr, hein, identifiés avec nom, prénom et date de naissance. On attend que l'organisation soit posée et adaptée à l'établissement, mais également aux besoins du service, mais aussi aux ressources mobilisées, hein. Donc, est-ce que ça va être une préparation pour 24 heures, pour 48 heures ou plus? Tout ça doit être précisé dans la procédure. Et bien sûr, on a attendu qu'on n'a pas arrêté de répéter tout au long des webinaires, s'assurer que les médicaments présents dans le pilulier restent identifiables jusqu'au moment de l'administration, y compris après répartition dans les différents compartiments. On ne doit pas retrouver de médicaments déblistérisés, hein, c'est vraiment le seul moyen de pouvoir réaliser un contrôle ultime jusqu'à la prise. Sur une autre étape autour de la préparation administration, la préparation des injectables. Donc la préparation des injectables doit être exécutée par une IDE dans une zone identifiée, propre, dans un temps dédié, le plus proche du délai d'administration, sans interruption ni changement de lieu et avec une organisation dédiée pour limiter les interruptions de tâches. Alors, on sait bien, hein, ce sont des vœux pieux, mais voilà, ce sont les attendus. Et derrière ces préparations qui ont été réalisées d'injectables, toute préparation doit être étiquetée. Et l'étiquette pour les injectables doit comporter nom, prénom du patient, nom du médicament, date, heure de préparation, heure de début et de fin de perfusion, débit, signature de l'IDE. On ne doit pas retrouver de numéro de champ, mais plutôt une étiquette préimprimée ou informatisée du patient ou qui comprendrait en fait ces notions-là sur l'étiquette injectable. Et en cas de graduation, l'étiquette est apposée de telle sorte que la graduation reste visuelle, avec le credo de préférence l'infirmière qui prépare et celui ou celle qui administre. Donc on vous a remis sur la diapo suivante l'exemple standard de l'étiquetage HAS qu'on retrouve déjà dans le guide Certif de 2013 et justement via des audits établissements tout récents, et on remercie le CH d'Arras parce qu'on a trouvé que ça c'était une super idée. Le CH d'Arras a déployé en fait une étiquette dédiée à la SAP. Donc c'est l'étiquette que vous voyez en fait tout en haut. Alors je sais, on ne voit peut-être pas forcément bien, mais elle est très longue. Elle vient se positionner vraiment sur des seringues à peu près 50 ml. Et en fait le filet là, transparent que vous voyez permet de. On n'est pas obligé d'apposer en fait l'étiquette complète. Donc ça laisse la possibilité de visualiser les graduations en dessous de la seringue. Et voilà, on l'a pris en photo parce qu'on trouvait qu'en termes d'outils dans la région, c'était bien de pouvoir partager ce type d'étiquette-là. Et à côté, en fait, ils avaient une étiquette patient. En fait, ils avaient une étiquette plus pour les poches à perfusion, où ils apposaient en fait leur étiquette patient, où mettaient à la main nom, prénom, date de naissance, et l'ensemble en fait des mentions obligatoires qu'on s'attendait à retrouver sur l'étiquette. Et en fait, ces deux étiquettes étaient disponibles. Voilà. Alors, il y a une étiquette qui est imprimée par l'établissement. L'autre, en fait, c'est une société qui les distribue. Et au besoin, voilà, les deux pharmaciens que nous avons rencontrés nous ont envoyé les coordonnées de la société qui distribue ces étiquettes. Donc on voulait partager avec vous parce que c'est vrai qu'on a eu sur quelques audits toujours ces problématiques liées au fait que les étiquettes étaient trop importantes, trop couvrantes et ne convenaient pas. En fait, il y en avait. Elles pouvaient être mises en place standardisées, unique au sein de l'établissement, et on s'est retrouvé plusieurs fois, entre guillemets, en audit IDE avec des IDE qui préféraient réaliser leurs étiquettes à la main parce que l'étiquette de l'établissement ne leur convenait pas pour un certain nombre de raisons, dont celle du risque de ne plus réussir à voir ce qui se passait en dessous. Donc on trouvait cette étiquette-là vraiment, vraiment bien. Ensuite, on vous a positionné. Ah oui, on peut avoir le nom de la société qui commercialise les étiquettes. Hein, c'est QRT. Et voilà, et on les a. Et si besoin,
on vous les renverra dans le chat ou si voilà, vous pouvez envoyer aussi un petit mail. Hein, voilà. Donc sur les outils autour de la perfusion, je vous invite à consulter en fait le e-learning perfusé selon la règle des 5B. On vous a fait des petits focus après. Puis les deux liens, alors le bulletin d'alerte, pourquoi? Alors le bulletin d'alerte, on vous l'a mis, on ne va pas l'ouvrir là, on va vous montrer le e-learning juste après. Mais le bulletin d'alerte, pourquoi? Parce qu'il y a une bibliographie derrière qui est juste super autour de toutes les problématiques liées aux injectables et aux pompes. Et c'est Grand Est en fait qui l'a fait et ils avaient repris un contexte de vigilance autour de l'utilisation des pousse-seringues électriques et des pompes avec tout un problème lié aux erreurs de programmation et de ce fait ils avaient repris un certain nombre en affichette en fait un certain nombre de mesures barrières autour de l'équipement, autour de la prescription et autour de la préparation injectable. Et de ce fait, on se trouvait cette affichette extrêmement parlante. On en reparle d'ailleurs dans les journées de matériaux-vigilance. Et à la fin, il y avait sources et outils disponibles, voilà, qui sont les plus actualisés possibles. Et c'est repris également dans le tout dernier flash sécurité, le tout dernier flash sécurité DM qui vient de sortir là, fin octobre, début novembre, et qu'on a positionné aussi sur le site et qui reprend encore plus l'actualisation des différentes sources HAS, ANSM et des OMEDIT qui ont participé en fait aux fiches sécurité patient avec des fiches mémo calcul de dose, des préconisations d'étiquetage et des outils de sensibilisation en Ever Events, notamment la partie préparation injectable d'un médicament à risque. Donc sur la présentation en fait, voilà, d'outils, on vous a fait un petit focus sur le e-learning perfusé selon la règle des 5B. Donc dedans, vous allez retrouver des exercices d'entraînement au calcul de dose. Il y a deux autres modules qui existent, les modules fondamentaux et les modules approfondissement, avec des exercices vraiment que vous pouvez utiliser lors de vos journées de sensibilisation aux erreurs médicamenteuses au sein de votre établissement ou semaine sécurité patient. Tout dépend comment vous voulez l'utiliser. Et donc là, on vous avait fait un petit focus sur cette diapo-là. Quoique là, elle est en décalage, je pense. Je suis en décalage par rapport à vous, je ne le vois pas arriver. Donc, il y a une diapo savoir calculer la bonne dose. Il y a une diapo sur s'entraîner au calcul de dose et de dilution, avec des exemples de prescriptions médicales et des questions comment réaliser en fait cette administration. Donc là, voilà, ça c'était la partie diapo calcul de la bonne dose avec les rappels sur les calculs de débit, les rappels sur les vitesses de perfusion, et puis voilà la question, comment ce que je fais, je perfuse 1,5 litre de sérum salé, comment je la réalise et comment voilà, on interprète ce tableau-là. Par moment, voilà, reprendre des calculs simples, des calculs entre guillemets, des calculs en croix, pardon, refaire vraiment une explication, prendre le temps de refaire une explication ne fait pas de mal pour évaluer ses connaisses. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. On vous a mis les liens. Là, le but, c'était, comme on savait qu'on allait avoir un petit peu de mal aujourd'hui avec les accès Internet, on a voulu faire un focus sur cet outil-là. Sur les autres types de préparation où on s'attend à des vérifications un peu plus poussées de la part des experts visiteurs ou dans les méthodes d'audit, c'est les formes multidoses. Donc on s'attend pour les blisters non unitaires ou les médicaments en vrac dans les flacons à retrouver, bon ça ce sont des préconisations que donne, après tout dépend comment vous voulez border votre organisation, mais ce qui est préconisé dans la fiche PECM, c'est de mettre le blister ou flacon en entier dans le pilulier, dans la dernière case, après avoir vérifié médicament, dosage, numéro lot et date de péremption. Si le flacon est volumineux, de le garder sur le chariot avec les autres multidoses. Les rappels, il convient de déconditionner uniquement au moment de l'administration, et à la sortie du patient, blister ou flacon sont remis dans l'armoire à pharmacie.
Donc là, on est sur vraiment les flacons hein, de médicaments ou les blisters sur lesquels on n'aurait pas pu procéder à un surétiquetage ou à un déconditionnement, reconditionnement. Bon, ce sont des préconisations. Après, voilà, il faut border dans votre procédure du circuit du médicament la gestion de ces formes multidoses. On vous a fait également un focus sur les comprimés non sécables, non broyables, non écrasables. Ça, c'est quand même voilà, des choses qu'on attend, mais également en fait en audit, on se rend compte que c'est toujours compliqué, hein, encore maintenant au sein des établissements. Donc les rappels autour de l'écrasabilité et le fait d'écraser ou de couper un médicament, c'est pas un acte anodin et ça implique une concertation entre le prescripteur, lui qui est garant de la posologie qui est prescrit, le pharmacien sur la faisabilité de l'écrasabilité et donc l'efficacité du traitement, et l'infirmière sur sa bonne administration et l'aide-soignant sur l'aide à la prise. Donc comment est-ce qu'on s'assure de cette capacité de ce patient à absorber son traitement et d'éviter un risque de faute route, éviter qu'il ne le prenne pas si son autonomie rapport à ça n'est pas clairement définie. Avec quel liquide on va pouvoir utiliser un comprimé écrasé et est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir altéré la biodisponibilité du principe actif ou de son dosage. Donc, dans les mesures proposées, eh bien, on va bien sûr vous demander de mettre en place un certain nombre d'outils, si ce n'est déjà fait. Les objectifs étant de sensibiliser le personnel, comme je l'ai indiqué avant, au risque de fausse route, d'essayer de réduire le nombre de broyages en salle de soins s'il y a possibilité de switcher des formes non écrasables par des formes peut-être plus adaptées ou des formes buvables, et sécuriser l'administration de la voie péroce chez les personnes âgées, également des voies entérales et en pédiatrie. Sur les outils qui peuvent être mis en place, on va pouvoir retrouver différents outils. Et donc là, on vous propose en mesure d'identifier au sein de vos établissements les médicaments qui sont compatibles et les dosages standards, et rappeler toujours les alternatives lorsqu'on ne trouve pas le médicament correspondant qui est adapté à cette pratique. On propose également des étiquetages d'armoire ou de chariot en mentionnant la faisabilité du broyage. On vous montre un exemple pareil d'établissement de la région qui l'a réalisé, de mettre en place une liste de substitution des formes, d'avoir des informations autour des liquides accompagnant la prise de médicaments, le lait, le jus de fruits, le gélifié, d'établir des listes de médicaments à ne pas diluer dans le lait, le jus de fruits ou le coca, de mettre à disposition le matériel adapté dans les services de soins, donc des outils pour couper, des mortiers, et tout ce qui n'est pas faisable, d'essayer de vous orienter vers des préparations entre guillemets non standardisées, vous orienter vers la PUI. Pour ce faire, deux listes, deux outils, la liste des médicaments écrasables avec l'application SFPC outil gériatrie, qui est en fait encore une appli en ligne, donc elle n'est plus imprimable, et on vous a laissé le lien outil vers l'Omédite Normandie. Donc ces deux outils, vous les voyez sur cette diapo-là. Donc l'application SFPC avec les logos, les recommandations et la classification par libellé, ordre alphabétique, mais possibilité de classer également par DCI et de faire vos différentes recherches dans le petit encart recherche que vous avez en haut à droite. Le lien vers, il date de 2019, mais bon, il reste tout à fait utilisable. L'outil des listes des médicaments écrasables qui avait été réalisé en collaboration Omédite Normandie et Hauts-de-France. Et puis on vous rappelle également l'extrait de la boîte à outils avec la source MEAH, le guide ADM 2013, avec les consignes autour des médicaments photosensibles, des médicaments à libération prolongée, des médicaments orodispersibles, comprimés de petite dimension. Et autour en fait de l'écrasabilité en soi, c'est le côté en fait de définir également avec quel type d'écrase comprimée vous allez faire ces actes-là en durant
il y a différentes problématiques autour des écrases comprimées. C'est surtout chez la personne âgée et en pédiatrie, c'est la multiplicité des spécialités et le risque de mélange de ces spécialités au moment de l'acte d'écrasabilité et l'hygiène autour de ces actes. Donc, pensez bien à définir les règles de nettoyage des broyeurs et ne pas hésiter à investir sur les secteurs à risque que sont la pédiatrie et la gériatrie sur des écrases comprimées à sachets spécifiques pour vraiment s'assurer de la bonne dose et éviter la contamination et éviter les mélanges de comprimés écrasés. Donc là, voilà, on vous a refait une petite info. Bon, là, je n'ai pas bien particulier, mais c'est les plus courants qu'on retrouve, le McCrush et le Toucan. Et voilà, on voulait mettre à l'honneur également donc, le CH Le Quesnoy. On a trouvé ça en armoire. Donc on a trouvé une armoire de service en SSR où en fait ils avaient réétiqueté l'ensemble de leurs armoires et de leurs chariots avec des mentions qui reprenaient la faisabilité du broyage. Donc vous allez trouver sur la diapo suivante la photo d'une armoire de dotation SSR qui reprend en fait les logos, capacité d'ouvrir la gélule et de ne pas la broyer. Donc on trouvait l'idée pareil bien pratique pour les infirmières, parce que c'est vrai que quand on les interrogeait, c'était le côté où il fallait aller récupérer les informations dans des listes dédiées. Là, voilà, le côté en fait pratique de voir ces étiquettes directement dans les armoires de dotation, bon, bah, l'info elle est visuelle, elle est là, elle est présente là tout de suite. Merci également au CH donc, Le Quesnoy qui nous a autorisé à prendre ces photos et la diffuser. Sur la partie également des formes multiples, des formes multidoses, on va retrouver les solutions buvables, bien sûr. Donc on vous a remis 2 liens outils, le lien bonne pratique de préparation et d'administration des solutions buvables multidoses et le lien vers comment conserver les solutions buvables après ouverture, donc au Medi de Centre-Val de Loire et au Medi de Pays de Loire. Donc là, on vous a mis les visuels correspondants, mais je vous invite à récupérer ces deux procédures rédigées en collaboration avec les CH correspondants et mis à disposition. Donc, qui rappellent les différentes précautions autour de la prescription, autour de l'administration et autour de la conservation de ces solutions buvables. Donc, ne pas oublier que la prescription de ces solutions doit toujours se faire dans l'unité de la prescription la plus appropriée. Donc, bon, là, on est sur les solutions buvables, mais c'est-à-dire que on l'attendrait également sur des formes multidoses comme les collyres ou comme les insulines, donc pour les comptes-gouttes et les collyres en gouttes, mais pour les insulines en UI, et là, pour le cas particulier des solutions buvables, toujours faire référence au dispositif d'administration, pipette, gobelet ou cuillère mesure, dans l'unité qui va être indiquée sur l'instrument, donc milligrammes ou ml. Au niveau de l'étape d'administration, on s'attend, lors d'une première utilisation, à bien noter la date d'ouverture et, si nécessaire, la date de péremption et où. C'est surtout la date limite d'utilisation sur le flacon dès son ouverture. Donc, c'est vrai qu'en préconisation, il est plutôt recommandé de retrouver la date d'ouverture sur le corps du conditionnement primaire, pas sur le bouchon, pas sur l'emballage, mais vraiment sur le corps du flacon, ainsi que la date limite d'utilisation en se référant en fait aux durées de conservation qui vont être présentes. Alors, soit vous avez réalisé votre propre liste de solutions buvables disponibles dans l'établissement et vous avez condensé un certain nombre d'informations, soit voilà, il va falloir se reporter à la notice ou aux monographies en fait des différents produits. Et ce qui peut être recommandé, c'est de réaliser en fait des étiquettes préimprimées avec DO et DLU qui seraient apposées en fait directement en fait sur les flacons. Et bon, sur ce qu'on avait pu voir, il y a des établissements où c'est les PUI qui le font directement à arriver et avant distribution des dotations dans le service. D'autres, en fait, mettaient à disposition ces étiquettes directement dans le service et c'était au moment de la première utilisation que l'IDE allait la poser.
Et surtout, bon, voilà, si le flacon est déjà ouvert pour les DE, à vérifier s'il y a ou pas une présence de date d'ouverture, si elle est bien renseignée, et donc s'assurer que le flacon est bien utilisable. On vous a fait le rappel que vous connaissez tous, mais vous, comme ça, vous pouvez reprendre en fait la fichette. Hein. Il y avait eu tout un travail de la NSM de souvenirs en 2016 autour des solutions buvables et des dispositifs d'administration. Un dispositif d'administration, un médicament, ne vous mélangez pas les pipettes. Le propos était que les dispositifs d'administration ne sont pas universels, sont spécifiques du médicament avec lequel ils sont fournis, et il faut donc toujours administrer le médicament avec le dispositif qui correspond à ce médicament et suivre les modalités qui sont prévues dans la monographie du produit. Et bien nettoyer le dispositif d'administration après utilisation et le ranger avec le médicament pour lequel il est destiné. Donc voilà, les trois règles simples pour éviter les erreurs qui sont rappelées ci à côté. Alors, sur la dernière partie autour de l'administration, c'est vrai que bon, j'ai voulu repositionner là le côté en fait de la double vérification dans certaines situations, avec un rappel vers la boîte à outils HAS, effectivement, bon, qui date de 2013, mais sur lequel en fait la fiche PECM de 2020 a recours régulièrement. Il ne faut pas oublier qu'en fait, il est attendu dans certaines situations une double vérification, un contrôle croisé sur les critères d'administration entre deux professionnels quand la situation, le médicament ou la voie peuvent présenter en fait un risque. Donc là, on a pris bien sûr des voies un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, mais voilà, auxquelles vous pourriez être confrontés. Donc la voie intratécale, la situation de calcul de 12 ans de pédiatrie. Bon, j'aime pas le terme de chimiothérapie en urgence, mais bon, voilà, on a repris les données qui étaient positionnées. Faut bien en fait identifier et définir en fait les médicaments, les secteurs et voir les procédures qui pourraient exiger une double vérification dans votre établissement. Cette double vérification, elle doit toujours être réalisée en fait indépendamment du premier professionnel. Le premier professionnel en fait fait son travail et vérifie son propre travail jusqu'à contre-vérification. Et donc là, on reprenait vraiment cet exemple de double vérification présenté par la boîte à outils HAS, avec voilà à ce niveau-là la contre-vérification par un second professionnel au moment du calcul de dose, ou au moment en fait de la vérification entre sur la partie contrôle des 3P, contrôle de concordance entre le produit, le patient et la prescription. Et là, c'était dans le cadre d'une pompe. Bon, je ne vous refais pas la redite, mais bien sûr, en cas de médicaments à risque, plus de situations à risque, donc typiquement un MAR en SAP ou en pompe par exemple, là, on s'attendrait effectivement à avoir vraiment une procédure de double vérification qui s'engage, avec bon, la difficulté qu'on connaît, hein, qui est que dans certaines situations, c'est pas simple d'avoir une double vérification. Je pense notamment en fait à la problématique du HAD, mais également des équipes de manière générale, hein, lorsqu'on n'a pas un second professionnel à domicile. Donc là, je vous ai repris les deux pages, donc de souvenirs, ça doit être la page 105-106 du guide de Certif, qui faisait déjà les choses très très bien, hein, qui expliquait ce qu'était la double vérification, dans quel champ d'application, ce que n'était pas la double vérification. Hein. Donc la double vérification, c'est pas un moyen de se déresponsabiliser pour le premier professionnel, c'est pas un moyen de se reposer sur le second, ça engage vraiment la responsabilité des deux professionnels. Et ça ne doit pas, entre guillemets, être un faux moyen de sécurité. On croit qu'on se repose les uns sur les autres et au final, on ne fait pas nos différentes étapes. On reprend en fait vraiment toutes les étapes autour de l'identification du patient, la recherche d'allergie, on vérifie la prescription, on vérifie la concentration.
On prépare les médicaments, on vérifie la dose et on voit à quel moment on veut demander au second professionnel de faire le contrôle. Est-ce qu'on veut le faire au moment de l'identité du patient, au moment du contrôle de la dose, au moment de la vérification en fait, de la voix. Et pour ce faire, il faut s'assurer que le produit, notamment la partie préparation injectable, si là c'est le cas, soit correctement inscrit, qu'on ait toutes les informations qui permettent au second professionnel de pouvoir réaliser, sinon on n'administre pas et on recommence. Donc, on ne va pas vous le refaire là, mais c'est vrai que la règle des 5B, c'est vraiment la règle qui s'applique à chaque fois que l'administration d'un médicament à risque va être fait. Et c'est la règle des 5B, en fait, qui s'impose plus ou moins au professionnel quand il veut se checker ou être checké. Et pour la partie HAD, c'est vrai qu'à cette époque, il y avait déjà une petite réponse qui était faite, d'essayer d'utiliser les moyens qui étaient le téléphone, la prise de photos par le téléphone, l'envoi de MMS pour essayer de se vérifier lorsqu'on avait un doute. Et lorsque c'était possible, essayer de solliciter le patient sur une relecture, une compréhension ou un contact, ou sinon un contact téléphonique avec un autre professionnel pour essayer d'établir cette contre-vérification. On a une question, est-ce que le deuxième professionnel doit être une IDE ou AS possible? Alors, en fait, il est indiqué dans le guide HS que c'est possible que ce soit aide-soignant ou auxiliaire de puéricultrice, sauf si c'est des formes injectables. Toujours dans les outils d'administration, on vous a fait le lien vers une boîte à outils personnes âgées. Alors, bon, cette boîte à outils personnes âgées, c'est la boîte à outils, entre guillemets, Domédite Normandie, suivie de la boîte à outils Pays de Loire. Bon, vous connaissez sans doute le guide de qualité de prise en charge médicamenteuse en EHPAD. Bon, là, j'ai indiqué celui de Domédite Normandie, il y en a en Haute-France, mais ils se valent tous. Il était associé à une appli qu'on a déjà présentée dans un précédent webinaire qui s'appelle MEDEPAD, une appli en ligne, mais Domédite Normandie ne veut plus trop qu'on communique dessus parce que toutes les mises à jour n'ont pas été tenues. Par contre, je voulais faire un focus en fait sur les fiches pratiques, sur les bonnes pratiques d'administration des médicaments qu'on vous a mis ici à côté, donc oxygénothérapie, voie pulmonaire, voie orale, voie cutanée. Je crois qu'il m'en manque une, il doit manquer la voie oculaire que je n'ai pas positionné là, mais on vous a fait le lien. Alors, ces fiches sont vraiment bien fichues dans le sens où elles reprennent vraiment les définitions des différentes formes galéniques, les principes généraux autour de la prise de connaissance de la prescription et de la préparation de l'ensemble des médicaments, et des recommandations d'hygiène, des recommandations autour du avant-après administration, et également des informations sur la surveillance et l'éducation du patient. Donc là, on vous a fait un petit focus sur la voie cutanée, qui reprend les formes donc des formes solides ou semi-solides comme les crèmes, les gels, les poudres, des formes liquides comme les lotions, des formes adhésives cutanées comme les dispositifs transdermiques, les principes généraux avec ce que je vous expliquais, la prise de connaissance de la prescription, la pratique autour des pratiques d'hygiène. Je prépare l'ensemble de mes médicaments, je vérifie auprès du patient ma concordance entre l'identité de mon patient, ma prescription et mes produits que je vais administrer par voie cutanée, et je m'assure de la bonne application. En fait, c'est vraiment orienté personnes âgées, mais pas tant que ça, si ce n'est au niveau de la partie liée à la survenue potentielle d'effets, je ne vais pas dire d'effets indésirables, mais au côté, en fait, ils ont voulu faire ça, rapport en fait vraiment à une espèce de kit autour de la personne âgée, mais c'était vraiment pour sensibiliser et avoir des outils disponibles en EHPAD, mais franchement, toute la partie, les 2-3 premières
comme page de ces fiches sont vraiment communes à l'ensemble des patients. C'est vraiment des recommandations qui sont propres à ces différentes formes et qui ne sont pas forcément, voilà, que vous pouvez vraiment vous approprier et l'adapter dans vos établissements. Donc là, il y avait un petit point sur les dispositifs transdermiques où on voulait noter voilà, comment on applique les patchs et où est-ce qu'on va les appliquer, éviter les zones de frottement, ne pas les mettre sur des peaux lésées, ne pas noter la date sur le dispositif transdermique, ne pas le coller sur une zone où le tissu sous-cutané est trop mince. Donc voilà, je vous invite à télécharger ces différents outils, à les consulter pour vous les approprier et voilà, et travailler autour de ces différentes formes au sein de vos établissements si vous estimez ou pas que c'est voilà, qui en a le besoin. Je suis d'accord avec toi, Cynthia, ça redonne vraiment des bases sur les règles de bonne pratique de base pour tout patient. Hein. Franchement, j'aime beaucoup ces fiches. Elles sont très ludiques, elles sont vraiment bien agencées et pourquoi pas, par exemple, les utiliser. Voilà, pour tout patient. C'est vraiment ce que je trouve. Ensuite, petit focus également sur les PTMI. Donc les PTMI, pour rappel, c'est la diapo 50, Laurine, c'est juste après. Donc sur les PTMI, Ouais, donc désolée, les protocoles... j'ai toujours un temps de retard. Hein. Non, mais il n'y a aucun souci. Je passe, mais ça arrive, ça arrive. Je pédale pas assez vite. Ça arrive. Non, mais c'est parce qu'il perd, c'est pour ça, il t'avait... Au niveau des PTMI, donc pareil, un rappel issu du guide ADN, ce que c'est que le protocole thérapeutique médicamenteux infirmier. Donc sachez que, bon, on en avait parlé lors des précédents webinaires aussi, on avait fait un focus sur les PTMI plutôt de psychiatrie. Là, j'ai renvoyé sur le thésaurus régional des PTMI de Centre Val-de-Loire avec un focus particulier sur les fiches pharyngectes, les fiches antibio ceftriaxone, là pour le cas de l'hémodialysé, l'analoxone chez l'enfant, la Dobu, il y en a un peu plus d'une dizaine. On va également, nous, on a le but en Hauts-de-France de s'inscrire sur des PTMI d'Antibio en travail collaboratif avec les URPS, IDE et le CEPIAS. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en trouve pas énormément de PTMI sur les antibiotiques et on se rend compte qu'avec les pratiques de plus en plus MAD, HAD sur certains antibiotiques, pas forcément courants, ça devient un peu compliqué. Donc, on va travailler là-dessus en Hauts-de-France. Rappel aussi du lien des fiches PTMI psychiatrie, le lien vers la page dédiée. On avait proposé ces fiches outils-là lors du précédent webinaire. Et enfin, une boîte à outils, alors c'est la diapo suivante, celle de Normandie. Bon, là, j'ai fait un focus sur lactique pour le traitement de la douleur. Il y en a, alors je ne sais même plus combien sur Normandie. C'est des fiches dont on vous avait un peu parlé également lorsqu'on avait parlé d'EMAR en expliquant qu'il fallait border autour des médicaments à risque sur des conseils à la prise, des conseils au niveau des stockages. Et là, il y a un pendant, c'est ces fiches qui ne s'adressent pas seulement en fait, sur le but des marques. Là, dans le cadre de la douleur, c'est des fiches prêtes à l'emploi pour vous pouvez vraiment en fait, diffuser, délivrer à vos patients et vous appuyer dessus pour des formations interne ou pas. Ça reprend en fait les différentes posologies des produits, les conseils de prise. Donc là, on était sur comment utiliser lactique, quelques conseils autour du patient, autour de la vigilance, autour des risques liés à ce produit-là. Les principaux effets indésirables d'une manière vraiment très visuelle.
et les interactions médicamenteuses, on en parlait tout à l'heure, avec certains aliments, donc là notamment jus de pamplemousse, alcool bien sûr, et risque avec le millepertuis, et surtout ne pas manger, ne pas boire pendant la prise d'actifs. Donc voilà, lien vers le portail avec l'ensemble des fiches qui sont classées. Alors je ne me souviens plus, j'en ai tellement vu que j'essayais vraiment de vous border sur une qui pouvait parler un petit peu à tout le monde. Mais normalement, sur le lien que je vous ai fait, vous devriez retrouver le lien vers les chimiothérapies par voie orale, les HPPM, la douleur, les anticoags. Voilà, c'est principalement ça. Et je pense de souvenir, ils avaient fait également une fiche pour les produits de rétrocession qu'on ne voit pas forcément souvent. Donc, il y avait des fiches sur quelques dérivés sanguins comme l'Advait ou les Locta. Il y avait également des fiches sur le Traclear. Donc, voilà, je vous ai fait le lien vers le plus haut, directement sur l'accueil, en fait, bon usage et fiches de bon usage des produits de santé de l'Homélie de Normandie. Et en fonction de vos besoins, vous piochez ce dont vous avez besoin. Je laisse mes collègues de RSQ prendre le relais. Ensuite, on vous a mis du coup la grille de notre audit croisé, donc prise en charge médicamenteuse. Donc là, c'est la grille 2018 où vous pouvez du coup vous évaluer sur la partie. Donc, il y a une partie management de la prise en charge médicamenteuse, une partie dispensation. On avait fait aussi une partie entretien patient pour vous montrer un peu comment se passait du coup une évaluation patient-traceur. Et donc, vous pouvez aussi vous évaluer sur la partie administration du médicament. Si vous souhaitez, on vous mettra, on a toujours à disposition la grille audit croisée. Donc, si vous souhaitez y avoir accès, on l'a également en ligne. Donc, on a vu justement ce qui nous a fait très plaisir en ayant fait les tests de la grille traceur ciblée insuline dans 3 établissements. On a remarqué que les 3 établissements utilisaient la grille hors audit croisé, mais l'utiliser aussi en interne, en routine, on va dire. Donc, ça nous a fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas, elle reste disponible. On va vous proposer du coup un audit croisé prise en charge médicamenteuse en 2022, essentiellement sur le 2e semestre, donc à partir de septembre 2022. On va relancer les audits croisés prise en charge médicamenteuse. Donc, en croisant les doigts, en espérant que la crise sera loin derrière nous et qu'on pourra évidemment le faire en croisé, mais on garde cette optique de vous le proposer donc en septembre 2022. Mais d'ici là, si vous le souhaitez, vous avez toujours accès à la grille 2018. Alors, pour faire un petit résumé sur l'administration, donc c'est vraiment l'étape de sécurisation ultime. Il faut faire très attention, ça représente 50% des erreurs médicamenteuses. Donc, au niveau des attendus, donc, la prescription médicale est vérifiée et prise en compte à chaque étape. La préparation des médicaments par l'IDE est faite dans une zone adaptée, au plus proche de l'administration et pas d'interruption de tâche, donc facteur d'erreur médicamenteuse. Là aussi, une petite aparté pour les interruptions de tâches. On a une grille d'audit croisée interruption de tâches. Si vous souhaitez y avoir accès, on l'a également à disposition. Ensuite, on a les outils d'aide à la préparation disponibles et connus par les professionnels, donc aide au calcul des doses, table des conversions, procédure d'administration, liste des médicaments broyables et à ne pas écraser, protocole, aide à la reconstitution des médicaments injectables. Ensuite, on vérifie bien la concordance entre produit, patient et prescription, la règle des 3 P. Un même professionnel habilité prépare et administre, et participation et information du patient et de son entourage. Alors, pour revenir en fait sur l'interruption de tâche, c'est vrai que on n'a pas pensé à faire une diapo spécifique sur l'interruption de tâche, mais on a la grille à disposition interruption de tâche qu'on avait proposée en audit croisé. Bon, avec la crise sanitaire, ça a été un peu modifié, mais sachez qu'on a toujours cette grille. En fait, ça vous permet de vous évaluer, mais aussi de sensibiliser les professionnels. Si vous le faites, par exemple, en interservice, ça va sensibiliser les professionnels dans le sens où, en fait, souvent, les professionnels, quand on les interroge, disent: «Oh, bah, on n'est pas beaucoup interrompu, en fait, finalement, ça va». Et en fait, ils se rendent compte qu'en allant évaluer le service du dessus ou le service d'en dessous,
ils se disent, ah bah si, finalement, en fait, on est pas mal interrompu et du coup, ça leur permet aussi de se sensibiliser, mais aussi d'évaluer leurs collègues. Donc, c'est vraiment un double enjeu. Voilà, c'était pour la petite aparté sur les interruptions de tâches. Ensuite, au niveau des vigilances spécifiques, donc c'est un pilulier nominatif et identifiable jusqu'au lit du patient. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, toute préparation doit être étiquetée avec une attention particulière sur les chimiothérapies préparées, les antiémiétiques, les corticoïdes et un intratécal et respect des règles d'identito-vigilance. On parlera juste après des règles d'identito. La double vérification, donc comme on l'a vu tout à l'heure, croisée de la préparation dans un contexte bien précis défini par l'établissement. Et ensuite, bien tracer l'administration et la non-administration au plus près de la prise dans le dossier. Donc, tout acte non tracé est considéré comme non fait. Et surtout, la non-administration doit être argumentée pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'administration. Donc, information, surveillance du patient, suivi et observance. Avec une attention particulière pour les prescriptions orales. Pas de prescription orale le moins possible, prescription non adaptée, respect de l'autonomie, des allergies, gestion du traitement par le patient ou de l'entourage. Voilà, c'est pour vous refaire un petit résumé de tout ce qui a été balayé durant l'après-midi. Donc, le contrôle à chaque étape. Donc, les étapes, préparation extemporanée du médicament selon RCP. Le contrôle, donc, on va vérifier la concordance médicament, prescription, dosage, calcul de dose, dilution et solvant. Donc, contrôle préalable, donc les 3 P, produit, patient, prescription en salle de soins. Le bon patient, la bonne prescription, le bon produit, le bon étiquetage. L'administration proprement dite, le bon patient, la bonne voie au bon moment, programmation de la perfusion. L'enregistrement de l'administration, donc la traçabilité dans le dossier de soins, et ensuite la surveillance. Donc ça, c'est vraiment les étapes sur lesquelles on s'est focalisé cet après-midi. Donc pour en revenir à la règle des 5B, donc du coup à chaque étape de la prise en charge médicamenteuse du patient, donc l'objectif, on le redit, mais c'est bien d'assurer au bon patient l'apport du bon médicament à la bonne posologie, selon la bonne voie, dans les bonnes conditions et au meilleur coût. Donc, il y a un outil de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments qui date de 2013 de la HAS. Donc, on va s'assurer de l'identité du patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Le bon médicament, donc on va vérifier la concordance entre le produit prescrit et celui à préparer, administré. Donc, on va vérifier donc la bonne dose, donc vérifier la dose et le calcul de dose, surtout lorsqu'il s'agit d'un médicament à risque ou d'une préparation injectable nécessitant un dispositif de programmation. La bonne voie, donc vérifier la cohérence entre la voie, les modalités d'administration, le médicament et l'état clinique du patient, et s'assurer de la compatibilité du matériel ou système d'administration. Et au bon moment, donc vérifier l'heure et le rythme d'administration du traitement. Donc ça, c'est vraiment règle des 5B, c'est vraiment la règle à retenir, on va dire, dans l'étape ultime de l'administration. Et donc, si jamais l'infirmier a un doute, il vérifie. Donc, si j'ai un doute, je vérifie et je n'administre pas. Et je me réfère du coup au médecin. Ensuite, on vous a remis du coup le kit Identito-Vigilance. Donc là, c'est une capture d'écran, mais vous pouvez avoir accès au kit Identito juste ici. Ensuite, il y a eu des webinaires qui ont été proposés pendant le mois de l'Identito. Vous pouvez retrouver les replays également des différents webinaires. Donc, c'est des webinaires destinés aux professionnels de santé, mais il y a aussi des webinaires destinés aux administratifs. Et ensuite, si vous allez avoir plus d'infos sur l'identito-vigilance, vous pouvez retrouver un article complet sur notre site internet. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, il y a une question sur le double contrôle obligatoire pour tous les mares ou peut-on cibler une partie des mares? Moi, sur l'interprétation que j'en ai réalisée, c'est que ça peut être une partie des mares. Là, c'est vrai qu'on vous a cité quelques exemples, notamment en fait un mare plus une situation à risque. C'est plutôt vraiment à venir border dans si vous le pouvez, hein, dans une procédure. Quand est-ce que je vais faire cette double vérification? Quand est-ce qu'elle s'impose à moi? Parce qu'il ne faut pas non plus systématiser la double vérification parce que ça risque au contraire d'être... voilà, on risque de ne plus faire attention au moment où vraiment on en a besoin. Et en fait, ça se fait vraiment au regard de des propres en fait, événements indésirables, des propres retours d'expérience autour des erreurs qui seraient survenues en fait dans vos établissements en rapport en fait voilà aux médicaments à risque et aux situations à risque que vous avez rencontrées et voilà et cette confrontation en fait au niveau des deux. Moi j'aurais tendance à dire plutôt vraiment dans certaines situations bien particulières et ne pas systématiser ça sur l'ensemble des marques que vous avez listées dans vos établissements. Je vais peut-être continuer la présentation et puis on regardera s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu. Et si jamais, comme on le disait tout à l'heure, on a oublié certaines questions, ne vous inquiétez pas, on la remet dans la foire aux questions et vous aurez du coup la réponse. Et de toute manière, on reste disponible si vous avez des questions après le webinaire. Donc, c'était le dernier webinaire. Du coup, on a fait 5 webinaires en tout. C'était le dernier. Et ensuite, donc, on se donne rendez-vous du coup en 2022 où on va vous proposer du coup un webinaire donc, au MEDIT, CEPIAS et RSQR sur le critère impératif. Donc, les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Donc, ça, c'est un critère impératif. On vous enverra la date du coup de ce webinaire, mais on espère au moins au premier trimestre 2022. Et sachez en aparté, donc nous, au réseau, on réalise un webinaire vendredi, donc à 13h sur le risque infectieux, donc avec le CEPIAS Hauts-de-France. Et ensuite, on vous propose un retour d'expérience d'établissement ayant passé leur visite de certification. Donc ça, on vous le propose, il me semble, si je ne me trompe pas, le 13 décembre. Si vous souhaitez avoir un retour d'un établissement, donc l'établissement va faire intervenir des professionnels de santé, mais aussi son pharmacien pour avoir le regard du pharmacien et les questions qui lui ont été posées du coup lors de la visite de certification. Ensuite, vous avez la journée régionale matériaux vigilance donc, en Hauts-de-France qui a lieu là le 7 décembre de 14h à 18h. Donc, c'est une journée qui se tiendra à la fois en présentiel et en distanciel. On vous a remis le lien d'inscription et on vous laisse du coup le programme. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, le lien d'inscription est juste en dessous de la diapo. Et à ce propos, juste en information, c'était la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne me souviens plus, il y avait les semaines... la semaine régionale matériaux et réactovigilance. On va essayer de se faire le relais, mais le site en fait matériaux est en construction, mais il y avait également un certain nombre d'interlocuteurs qui sont intervenus pour cette semaine régionale avec des rappels voilà, sur la réglementation, des rappels sur la perfusion de manière générale, des rappels sur les cartes contre le team. Je vous invite vraiment, dès qu'ils seront disponibles, donc c'est vrai que voilà, sur les sites, avant que vous ayez déjà reforwardé voilà, les liens, mais Daniela disait que c'était en cours. Tout a été enregistré et les présentations et les webinaires, pareil, seront disponibles en replay. On communiquera autour de ces replays, de ces présentations sur nos sites respectifs. Oui, ensuite, vous pouvez retrouver du coup, comme le disait Cynthia, toutes les infos. On va mettre les replays des journées matériaux sur nos sites internet. Donc là, on vous a remis du coup les liens vers nos sites internet, le site internet de la HAS,
La foire aux questions réseau Médit, on vous prépare aussi une foire aux questions suite aux différents webinaires qu'on vous enverra par mail. Donc sur nos sites, vous pouvez retrouver du coup les différentes présentations et les replays de chaque webinaire. Donc voilà Et la on foire aux en- questions proposée par le réseau Médit. Excuse-moi, Oui, Cynthia, alors, vas-y. oui, pardon. Oui, donc ne suivez pas tout de suite le lien, voilà, parce que au final, on va mettre un petit peu plus de temps pour s'organiser sur la foire aux questions. Donc, privilégiez pour le moment les envois aux questions en région. De toute façon, comme le disaient Laurine et Noël, on va faire une foire aux questions régionale qui viendra alimenter la foire aux questions nationale. Par contre, c'est vrai que comment l'association des différents omédites s'est vraiment focalisée sur le futur outil réseau Médit lié à l'assertif qui recense en fait pas mal. Voilà, on vous a envoyé plein de liens, hein, on en a bien conscience. On a essayé d'être le plus pertinent par rapport aux différents points clés. Mais en fait, ce futur outil va venir relayer en fonction, en fait, en termes de critères, un certain nombre d'outils. Ça va se présenter sous forme d'un Google Sheet où en fait vous aurez vraiment des systèmes de filtres avec des outils. Là, c'est un gros travail en fait d'actualisation des pages, des liens et des catégorisations d'outils. C'est en voie de finalisation, comme je le disais au webinaire de la semaine dernière. On a quasiment 8-9 régions là, qui ont alimenté ce Google Sheet et on espère que pour la fin de semaine, on aura vraiment une première version, une vraie version martyr. Bon, rapidement, je ne sais pas si tu peux me donner la main, Laurine, je peux vous la présenter, mais on n'ose pas encore trop communiquer le lien parce que les établissements, pas les établissements, on ne voudrait pas que les établissements aillent trop vite dessus, dans le sens où voilà, ils continuent d'être alimentés au moment où on vous parle pour la fin de l'année, mais voilà, on refera une petite com associée dessus et puis on vous remettra le lien. Ça sera ce Google Sheet, en fait, bon, il faut un accès Gmail pour l'avoir, mais dans tous les cas, vous pourrez le télécharger en version Excel et faire des systèmes de filtres et compagnie. S'il faut, voilà, on vous le présentera dès qu'il sera finalisé et pour faire une petite explication autour de comment l'utiliser. Bon, ben, on a un peu duré. On a un peu. Donc, merci à tous du coup pour votre attention. Vous avez du coup là les coordonnées de l'Omédit. Vous pouvez retrouver du coup nos coordonnées sur nos sites internet. Alors, on espère que ces différents webinaires ont répondu à vos attentes et vous ont plu surtout. Donc, on vous donne rendez-vous en 2022. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, mais vous inquiétez pas, ce sera intégré au niveau de la foire aux questions. Et puis, on vous remercie d'avoir été si nombreux aux différents webinaires. Et on se donne rendez-vous du coup en 2022. Et on vous souhaite du coup d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci de votre présence. Au revoir. Merci à vous tous, en espérant voilà, avoir répondu à vos besoins. Bonne fin de journée.